Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler du deuil périnatal. À ce titre, nous avons invité Madame Marie-Christine Swenen, sage-femme à l'Arbre de Vie, donc une association qui offre un accompagnement prénatal et postnatal à Bruxelles et en cabinet privé. Donc merci d'être avec nous, Madame Swenen. Bonjour. Nous avons aussi avec nous, normalement, nous devrions avoir avec nous Dr Madina Moussaeva, qui est médecin généraliste à Anderlecht, qui devait être en distanciel. On va réessayer de l'appeler au cours de l'émission parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Donc, on va rappeler ça, on va rappeler tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on a quand même notre spécialiste avec nous, c'est Madame Laure Wetters, qui est assistante en psychologie et formée à la thérapie Gestalt. Elle a longuement accompagné les parents à l'hôpital Saint-Michel lors de la perte de leur enfant mort-né ou ayant souffert d'une fausse couche. Donc, je vous remercie d'être avec nous, Madame Wetters. Bonjour, merci à vous. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'espace Santé Famille, situé chaussée de Louvain, à 51 210 Saint-Josse-ten-Noode. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons de la mort périnatale qui peut survenir en cours de grossesse, plus précisément à partir de la 22e semaine à la naissance ou durant les 7 premiers jours de vie, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. La Belgique a enregistré en 2018 601 décès pour l'ensemble du pays. Les causes de la mort périnatale sont entre autres l'extrême prématurité, des accidents obstétricaux, des malformations organiques ou même des causes génétiques. Le deuil périnatal n'est pas un deuil du passé, mais un deuil de l'avenir, de la vie qui n'aura pas lieu, un deuil de projet aussi, et nous allons en parler avec nos spécialistes. Alors, du coup, je vais peut-être demander à Madame Swenen, qu'est-ce que c'est que le deuil périnatal, si vous savez nous expliquer un tout petit peu. Je viens d'un peu expliquer, mais... Oui, voilà, si on veut parler du deuil périnatal, c'est le deuil qui se passe autour d'un décès pendant la grossesse, pendant l'accouchement et dans les 8 jours qui suivent la naissance d'un bébé. C'est ça. Et donc, quel est le rôle de la sage-femme à ce moment-là ? En fait, le rôle de la sage-femme, ça va être le rôle général de la sage-femme. C'est-à-dire, c'est un rôle d'accompagnement des mamans, des parents, de la famille. Et ça va être un rôle d'accompagnement aussi bien au niveau médical, santé, qu'au niveau accompagnement psychologique et social de la famille. Donc en hôpital, ce sera plus le suivi sage-femme habituel, mais quand on parlera de tout ce qui peut se passer avant ou après en consultation prénatale ou en préparation à la naissance ou en consultation postnatale, à domicile par exemple, on pourra aller beaucoup plus largement dans les différents thèmes d'accompagnement. C'est vrai que les personnes en général, elles différencient pas toujours le rôle de la gynécologue, de la sage-femme. La sage-femme, elle est peut-être plus présente, plus dans l'accompagnement, plus régulièrement que la gynécologue. C'est comme ça que ça C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Mm-hmm. Alors, la situation classique actuellement en Belgique, la plupart du temps, quand une patiente est enceinte, elle va être suivie par son gynéco s'il a déjà un gynéco, qui aura régulièrement des consultations pendant la grossesse, sera là le jour de l'accouchement et reverra sa patiente dans les 2-3 premiers jours et 6 semaines après la naissance. En général, ça c'est le parcours, on va dire, assez classique, qui est le plus connu. Mais de plus en plus, les patientes peuvent aussi, les femmes peuvent décider aussi d'être suivies par une sage-femme, uniquement par une sage-femme pour tout le déroulement de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, donc de la période qui suit l'accouchement. Maintenant, ça c'est seulement si tout se passe bien. Alors, dans le cas de cette émission, c'est sûr que quand on parle d'un deuil périnatal, c'est qu'il y a un problème et que d'office, il faudra l'intervention d'un gynécologue à un moment donné. Ah oui, ça c'est donc en cas de complication. Voilà. Et souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un suivi par gynécologue et par sage-femme. Donc une collaboration entre les gynécologues et les sages-femmes et d'autres intervenants de la santé, bien sûr. Et vous pensez que c'est une question de temps, peut-être alors ? Que les sages-femmes auraient peut-être plus de temps ? Alors les sages-femmes peuvent prendre plus de temps, mais
les gynécologues parfois prennent aussi beaucoup de temps. Donc moi je n'aime pas tellement généraliser en disant les gynécologues s'occupent que du médical, ça va très vite, ils tiennent pas compte des questions des parents. Ça dépend desquels. Et les sages-femmes sont les gentils qui s'occupent de tout. Ouais. J'aime pas trop cette dualité. C'est vrai. Tout est lié plus à la personnalité des prestataires de santé et je pense que l'accompagnement peut être très bien fait en collaboration et que chacun trouve vraiment un rôle à jouer. Voilà. Alors, je me retourne vers Madame Wouters. Quels sont les enjeux plutôt psychologiques qui sont liés au deuil périnatal ? Je dirais qu'un des enjeux les plus importants, ça va vraiment être un enjeu identitaire, en fait. Il va vraiment y avoir une crise d'identité. Notre identité, je dirais générale, elle est composée de sous-identités. On a une identité professionnelle, on a une identité de couple, on a une identité de loisirs, et puis on a une identité parentale. Et cette identité parentale n'apparaît pas comme par magie à la naissance de l'enfant. Elle se construit même dès le désir d'enfant. Donc c'est même une identité qui peut se construire dans l'enfance. C'est-à-dire une petite fille qui veut dire « Ah, moi j'ai envie d'avoir des enfants ». Déjà, elle commence à créer finalement cette identité parentale. Et la majeure partie des personnes, je dirais vraiment la majorité, donne une place très importante en fait à cette identité parentale. Quand vous interrogez des personnes, on pourrait faire un micro-trottoir et demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. La majorité va dire c'est mes enfants, ma famille. Donc lors d'un deuil périnatal, il y a réellement amputation en fait de cette identité qui lors de la grossesse va prendre une ampleur encore plus importante. Il y a vraiment un investissement, un surinvestissement de l'identité parentale et donc du jour au lendemain, on peut plus être ce parent qu'on a imaginé être avec cet enfant-là. Et cet enfant-là est important dans le sens où on peut déjà être parent et vivre un deuil périnatal. Ça ne sera pas moins souffrant, ni plus, que si c'était notre premier enfant. Parce que pour chaque enfant, on redevient parent. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très très important de cette perte d'identité. Qu'est-ce que je vais faire ? Qui vais-je être maintenant que je ne peux plus et que je ne pourrai pas être le parent de cet enfant-là ? Mais c'est vrai qu'on entend souvent ces phrases bateau, mais c'est pas grave, t'en as encore 3, oui. Ou alors t'en as déjà un, ou alors c'est pas grave, t'en feras un autre. Oui. C'est très violent comme phrase pour les parents. C'est même au-delà de la violence, c'est un non-respect de comment le parent a pu s'investir en fait dans cette nouvelle vie qui même, je dirais rien qu'à l'état du désir, est déjà là. Donc je dirais même quand l'enfant n'est pas encore dans le ventre de la maman, aussi bien le papa, et on en parlera plus tard, c'est différent pour le papa, mais il y a un investissement. Donc de dire, en fait, vous en ferez un autre, madame, vous êtes jeune. Et ça s'entendait, j'espère que ça s'entend plus trop. Mais non, parce que je ne pourrai jamais être le parent de cet enfant-là. Et ça, c'est vraiment très important. Tout à fait. Il y a une place... chaque enfant a sa place, en fait. Il ne faut pas le remplacer par un autre. Oui, et chaque fois que, comme vous dites, chaque fois qu'il y a une grossesse qui s'annonce, c'est tous des projets qui sont autour aussi de l'enfant qui va arriver. Et tous ces projets qui peuvent éventuellement tomber à l'eau à cause de ça. Ouais. Oui, et c'est ça la spécificité vraiment du deuil périnatal. C'est qu'on ne fait... Alors, moi, je suis un peu mal à l'aise toujours avec le mot « faire son deuil ». C'est très psy, tout ça. Ouais. Et je ne sais pas vraiment si on fait le deuil. Voilà, faire son deuil... oui, on apprend à vivre avec la perte, avec le manque. Et dans le deuil périnatal, clairement, on a à traverser ce chemin de, finalement, tous ces espoirs, tous ces projets, tous ces rêves, finalement, toute cette identité personnelle que j'ai mis dans cet enfant-là, en fait, ne va pas pouvoir se produire. Et donc, il y a un enjeu qui est important, qui est presque un enjeu narcissique, en fait. C'est finalement moi avec moi, puisqu'il n'y a pas encore on n'a pas pu créer encore de souvenirs avec cet enfant-là. Même si, oui, au travers d'échographies, de sensations, on crée déjà des souvenirs. Ce ne sont pas des souvenirs qui vont venir alimenter, je dirais, la boîte à souvenirs qu'on peut se créer dès la naissance, le premier regard, la première sensation. Même si, in utero, bien entendu, il peut déjà y avoir des souvenirs, mais c'est quand même très différent, c'est beaucoup plus abstrait. Ouais. Et est-ce qu'on peut différencier ce type de deuil-là avec les autres deuils qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours
Mais disons la grande distinction, c'est vraiment ça, c'est qu'on va devoir faire le deuil de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc réellement de cette projection de tous ces rêves que je mets au travers de mon enfant. Ah ben tiens, oui, j'imagine quand il fera ses premiers pas, quand la première dent va pousser, quand il dira la première fois maman ou papa. Donc et puis on peut projeter beaucoup plus loin, oui, quand il se mariera, Mais en fait tout ça, il y a renoncement après, il y a plus. Donc on doit faire le deuil d'illusions en fait et de rêves. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est plus abstrait. Oui, tout à fait. Par rapport à un deuil d'une personne, même d'un enfant qu'on a connu, qui est mort très jeune, même, donc il y a quand même encore une distinction, en effet, entre un deuil, une mort in utero, et une mort périnatale, qui arriverait donc quelques jours après la naissance, parce que là, on a déjà pu créer, et je ne dis pas que c'est moins douloureux ou plus douloureux, c'est pas la question d'intensité de douleur, c'est juste que c'est différent, parce qu'on a pu rencontrer son enfant vivant, même peut-être déjà malade, avec un lourd handicap, et on savait, je dirais intellectuellement, que cet enfant n'allait pas pouvoir vivre longtemps, mais on a quand même pu le rencontrer vivant. Et ça, c'est très, très différent. La réalité vient ramener des choses plus concrètes que quand on est plus dans l'abstrait. Là, on est dans la fantasmatique de ce qu'aurait pu être l'enfant et qu'il ne sera peut-être pas. Tout à fait. Et faire un deuil de ce qui est plus, comme vous dites, fantasmatique, c'est-à-dire on peut vraiment le ramener à soi, au narcissique, donc dans le sens noble du terme. Qu'est-ce que je projette de moi dans cet enfant-là? Donc finalement, ça va être un deuil de moi. Ça va être un deuil de cette part de moi que j'ai projetée finalement dans cet enfant-là. Oui. Bon, alors c'est très intéressant. On vient à peine de commencer, chers auditeurs, mais on va déjà devoir partir à la pause. On en a pour 2 minutes, mais on revient avec vous vraiment dans quelques instants. Nos spécialistes sont avec nous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi, soit via la page Facebook de l'émission, soit via mon compte Instagram, Le Plic Virginie. N'hésitez pas et je poserai vos questions à nos spécialistes. Je vous dis dans quelques instants sur Arabelle FM au 106.8. À tout de suite. Voilà, vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous. Nous sommes avec nos spécialistes. Nous parlons du deuil périnatal aujourd'hui. Alors, juste avant la pause, on a juste un tout petit peu introduit le sujet avec notre sage-femme et notre thérapeute qui sont spécialisés dans l'accompagnement des mamans et des familles qui ont subi un deuil périnatal. Et donc, moi, je me retournais un petit peu vers Madame Swanen, notre sage-femme, pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu... comment on peut prévenir le décès prénatal et peut-être quelles sont les causes. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Alors, il y a évidemment de multiples causes plus ou moins importantes. Il peut y avoir des causes de pathologie au niveau de la maman, pathologie au niveau de l'utérus, pathologie au niveau général comme l'hypertension, l'obésité, les problèmes de thyroïde et autres. Il peut y avoir d'autres problèmes plutôt du style de l'alcoolisme, par exemple, qui peut provoquer des problèmes chez le bébé jusqu'à la mort du bébé. Il peut y avoir, par exemple, un suivi irrégulier de la grossesse, qui fait qu'on n'arrive pas à dépister certains problèmes qui peuvent être soignés, mais qui, s'ils ne sont pas dépistés, par exemple, un col qui s'ouvre beaucoup trop vite pendant la grossesse, alors qu'il ne devrait s'ouvrir qu'au moment de l'accouchement. S'il s'ouvre beaucoup, on peut y remédier en faisant un cerclage ou des choses comme ça. S'il s'ouvre tout à fait et que le bébé n'est pas du tout à terme, eh bien, ça va être assez catastrophique. Bien sûr, il y a aussi toute une série d'autres facteurs, le tabagisme, les drogues, des sports violents. Il y a aussi des causes, par exemple, l'âge de la mère. Plus on avance en âge, et avec tous les progrès techniques qu'on fait actuellement, avec des grossesses à 55, 60 ans, etc., c'est sûr qu'il y a bien plus de risques et de malformations et de décès. Donc, essayons de faire des enfants dans les âges naturels de procréation,
avec de l'aide, bien sûr, s'il y a des difficultés, mais n'allons pas complètement à l'encontre de la nature. Oui, parce que ça, c'est vrai qu'en Espagne, par exemple, moi, je suis partie à Malaga, en été, et en fait, je voyais des femmes quand même très âgées, enceintes, et je me disais, est-ce que je vois bien, ou j'étais pas sûre de bien voir, ou de me tromper, enfin, et puis après, je suis partie dans le centre de Malaga, et là, j'ai vu d'immenses cliniques de la fertilité, mais c'est tout un business là-bas, et il y a vraiment des femmes qui ont passé 50 ans, qui sont enceintes, et ça ne pose aucun problème là-bas, hein, donc et ça c'est bon. Après, on n'est pas là pour débattre de cela, hein, mais du coup, c'est vrai que l'augmentation de l'âge est un risque et peut être un facteur aussi. Et vous disiez aussi le sport violent. Moi, j'avais ma prof de Zumba, je dis ça, je dis rien, mais j'ai ma prof de Zumba qui est enceinte de 6-7 mois et qui nous donnait cours de Zumba. Alors pour les auditeurs, ceux qui savent pas ce que c'est que la Zumba, c'est quand même un sport où on danse, mais en même temps, on fait des mouvements quand même assez vifs, hein, qui peuvent ressembler à un peu du sport de combat comme ça parfois à certains moments. Et je me dis, parce qu'on entend souvent qu'on peut continuer à faire du sport, aller même tardivement, enfin si la maman est habituée à faire du sport, je pense à l'équitation aussi. Est-ce que c'est dangereux pour le bébé, etc. Est-ce que ça peut aussi provoquer des... Alors, moi, quand je parlais de sport violent, je pensais plus à des sports d'escalade ou du parachutisme ou des choses comme ça, où il y a vraiment des risques de chute, il y a des risques de gros chocs, etc. Quelqu'un qui est habitué à faire de la danse ou de la Zumba ou d'autres choses comme ça, bien sûr, elle peut continuer à le faire parce que voilà, son corps est habitué à ça. C'est pas vraiment violent, voilà, on bouge beaucoup, etc. Mais on reste quand même dans des mouvements harmonieux, dans des mouvements assez doux quand même. Donc l'équitation, bon, si on fait toute sa vie de l'équitation, peut-être qu'on peut pas s'empêcher de le faire, mais c'est vrai que ça reste quand même un risque parce que on peut tomber de son cheval, parce que il y a quand même au galop des secousses, un peu des secousses un peu lourdes. Donc quand on parle de violence, c'est vraiment quand il y a plus des secousses ou des gros risques de chute ou de coups, faire de la boxe ou des choses comme ça. Quand on est enceinte, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, mais bien sûr, continuer à faire le sport habituel sans problème, la natation, le vélo, la marche à pied, la Zumba, etc. Il n'y a aucun problème, bien sûr. C'est même très donc il y a quand même des facteurs où, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention à son bébé. Hein. Quand on est enceinte, on n'est pas dans les conditions de comme si on n'était pas enceinte, c'est-à-dire qu'il faut quand même protéger ce petit être qui va arriver et faire attention à lui. Et surtout, moi je voulais quand même dire de ne pas forcément culpabiliser s'il arrive quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans, on en parlait en off avant de commencer l'émission avec notre thérapeute, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi parfois. Hein, par rapport à ces causes. Oui, et surtout, je dirais, la culpabilité vient de la recherche de sens. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour Est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait assez Alors en effet, pour peu, imaginons justement une maman qui fait du sport, c'est peut-être à cause de ça. Elle va se dire c'est à cause du sport. Et c'est vrai que, je dirais, à côté des causes qu'on va pouvoir identifier, il y a quand même beaucoup de situations où on ne peut pas identifier. Pourquoi ce bébé n'a pas pu naître? Pourquoi cette mort est arrivée alors que rien ne le présageait? Et alors il va y avoir une recherche vraiment de pourquoi. Parce qu'un être humain, ça c'est la nature humaine, elle a besoin de mettre du sens, quoi, à quelque chose qui n'en a aucun, parce que c'est contre nature, complètement, que de perdre un enfant. La nature, c'est les parents qui partent avant les enfants, habituellement. Donc perdre un enfant avant même qu'il ne soit né ou tout juste après la naissance, il va vraiment y avoir cette quête et même jusqu'à un épuisement de recherche de sens, parce que si la médecine n'apporte pas, et c'est dans beaucoup de cas n'apporte pas une réponse, j'ai envie de dire satisfaisante, alors je mets satisfaisante entre guillemets, qui va satisfaire le parent, il va y avoir une quête en fait, effrénée. Et donc c'est quoi? C'est peut-être moi. Ok, si c'est pas moi, mais alors c'est peut-être l'hôpital. Et on va vraiment essayer d'aller se raccrocher, d'aller... Oui, on va accuser parfois les médecins, ou alors le mari de ne pas avoir été sympa, ou alors la belle-mère d'avoir donné un plat qu'il ne fallait pas. J'exagère, mais... Non, mais c'est vrai. On va vraiment avoir envie de trouver ce qu'il s'est passé pour qu'on perde notre enfant. Mais le premier réflexe va être de remettre la faute sur soi. D'abord sur soi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai fait trop fort mon ménage? Parce que ça va jusque-là. J'avais justement nettoyé ma maison la veille. Est-ce que c'est à cause de ça? Ou j'ai pris mon petit dernier sur les genoux et c'est vrai que il m'a un peu choté dans le ventre. Est-ce que c'est ça?
Donc, il va vraiment y avoir cette recherche de, même si ça fait mal et même si la réponse risque d'être très douloureuse, la personne va préférer ça plutôt que de ne pas savoir pourquoi c'est arrivé. Oui, il y a des mamans qui vont croire, alors, parce qu'on en parlait aussi, c'est... voilà, les mamans vont se dire, est-ce que le fait que je sois pas bien ou le fait que je suis pas dans mes baskets, est-ce que c'est ça qui a fait que mon bébé a décidé de partir, par exemple, Voilà, tout à fait. Et donc, il y avait cette question de se dire, est-ce que l'état de santé mentale de la maman a un impact sur le bébé? Tout à fait. C'est des questions qui reviennent régulièrement. Mais voilà, j'étais un peu dépressive, ou mon couple n'allait pas bien, et c'est vrai qu'on se disputait énormément, donc j'étais pas bien, j'étais stressée. Est-ce que c'est ça qui aurait pu provoquer la mort de mon bébé? Alors, bien entendu, non. Donc là, il faut le dire haut et fort. L'état psychologique de la maman ne va pas entraîner le décès du bébé. A contrario, c'est vrai que l'état psychologique de la maman a un impact. Je veux dire, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un petit être dans le ventre dont il faut prendre soin le mieux possible dans la situation dans laquelle on est. Donc tout est à recadrer, à recontextualiser réellement. Donc une maman qui ne va pas bien, si elle peut se faire accompagner pendant la grossesse dans ce mal-être, waouh, super quoi. Si par contre elle est isolée et que elle vit ça toute seule, parce que là aussi le mythe de la maternité rose où tout va bien et on doit être heureux parce qu'on est enceinte, il y a une honte de dire finalement je ne vais pas bien. Donc beaucoup de mamans vont vraiment vivre ça dans un isolement et mettre une façade et donc s'en vouloir encore plus. Parce que peut-être que si j'avais demandé de l'aide, ça ne serait pas arrivé. Donc là, chose importante à dire aux auditeurs, non. L'état psychologique d'une maman, je dirais même le pire du pire, ne va pas entraîner un décès du bébé. Par contre, c'est vrai que le bébé prend dans tout ce qu'il va recevoir et tout passe par la barrière placentaire au niveau des émotions, au niveau des hormones qui vont être... les hormones de stress qui viennent passer la barrière placentaire. Donc, c'est-à-dire que le bébé peut sentir le stress de la maman. C'est pour ça qu'on dit souvent, faites attention maman, prenez bien soin d'elle. Mais à côté de ça, c'est pas ça qui va amener un deuil, un décès du bébé in utero. C'est pas parce qu'une maman est stressée que son bébé va décéder, quoi. Non, absolument pas. Et ça, il faut vraiment le dire haut et fort parce que ce serait dommageable vraiment que de croire ça. Et il ne faut pas être bien pour être enceinte. Dans le sens où si on ne va pas bien, le bébé n'a pas besoin, j'ai envie de dire, d'une maman qui pète la forme tout le temps. Mais le bébé a besoin de congruence. Donc si la maman ne va pas bien, pour l'une ou pour l'autre raison, c'est de pouvoir recueillir, c'est-à-dire, tu sais, je ne vais pas bien, mais tu n'y es pour rien. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Et on pourrait dire, il est dans le ventre, il n'entend rien, il ne comprend. Non, il comprend tout. L'intention qu'on va mettre derrière les mots intérieurs, le dialogue intérieur, ou même verbal externe, qu'on peut le dire à haute voix, si le bébé va pouvoir sentir, parce qu'il ne peut pas évidemment décoder intellectuellement ce que la maman va dire, mais s'il va pouvoir sentir que, tiens, ce que j'entends, la mélodie du langage et ce que je ressens, c'est OK, ça va ensemble, OK, alors ça va. Par contre, si on fait semblant que ça va bien, mais que le bébé ressent clairement que ça ne va pas, là, il y a incongruence. Et donc, je me situe où, moi ? Alors là, je dis ça comme ça, bien sûr, ça se passe pas au niveau intellectuel, ça se passe dans les cellules du bébé. Il y a vraiment des mémoires cellulaires. De toute façon, on sait déjà même qu'à la naissance, un bébé, il reconnaît le battement du cœur de sa mère, il reconnaît la voix de sa mère. Donc ça veut dire que il entend quand sa mère est fâchée, même s'il est dans le ventre de sa mère, il reconnaît la tonalité, les différentes tonalités. Et donc je suppose que si sa maman a le cœur qui bat plus vite ou si elle a le cœur qui bat moins vite, il le sent aussi. Enfin, il l'entend de toute façon puisqu'il est dans le ventre de la maman. Oui. Et donc, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est très cohérent aussi avec ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'avec l'enfant, c'est pareil. Il y a des parents qui disent « Oh, mais je suis triste, mais je ne le montre pas. Et en réalité, l'enfant, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ce que la maman dit. Non, mais tout va bien, je souris, mais en réalité, c'est tout triste à l'intérieur. Et donc, d'où l'importance de se faire aider, d'être accompagné dans ces démarches-là. Et d'ailleurs, je me retourne vers vous. Est-ce que, justement, ces mamans-là qui sont parfois en détresse, est-ce qu'elles viennent vous en parler en consultation ? Est-ce que ça vous arrive aussi de les conseiller, peut-être de voir un thérapeute comme Madame Wouters Alors, pour les mamans qui sont enceintes
et qui ne le savent peut-être pas, il y a des préparations à la naissance qui sont prévues, qui sont remboursées en grande partie par la mutuelle. Il y a 12 préparations à la naissance prévues par grossesse, mais il y a plein de femmes qui ne savent pas ça et qui n'utilisent pas ces préparations à la naissance. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces préparations ? On parle de différents sujets, mais on est beaucoup dans l'écoute aussi. Alors, bien sûr, on peut préparer comment ça se passe la grossesse, comment ça se passe au jour de l'accouchement, quand il faut partir à la maternité. Ça sont tous des thèmes assez classiques qui sont repris maintenant assez souvent. Mais on peut aussi parler de comment va maman aujourd'hui ? Comment ça se passe aujourd'hui avec ton bébé dans ton ventre ? Comment ça se passe avec le mari ou avec la compagne ou le compagnon ? Comment tu vis ça ? Et à ce moment-là, les mamans s'ouvrent, elles racontent, elles parlent. Elles disent ce qu'elles ressentent, elles disent justement cette dualité entre je dois faire comme si tout allait bien et puis en fait non, ça ne va pas. Et donc ce sont des petits moments d'arrêt qui permettent vraiment de se centrer sur la grossesse. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pendant ce temps-là ? Et c'est vraiment un moment d'écoute, d'empathie par rapport à la maman. Si ça se passe pas bien, c'est même mieux d'avoir fait ça parce que à ce moment-là, vous les accompagnez aussi. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui va pas, mais vous l'aurez connu déjà avant, enfin vous l'aurez rencontré déjà avant, et du coup, elle pourra venir déposer ça chez vous et vous pourrez l'orienter pour une aide. Exactement. Par rapport à ça. Donc c'est vraiment ça qui est bien. Donc avec la préparation à la naissance, on est là, quoi qu'il se passe. Si ça se passe bien, parce que c'est pas toujours compliqué non plus. Si ça se passe très bien, eh ben c'est super. On fait la fête ensemble. On est content de les retrouver après en retour à la maison après la maternité. Et il y a toute une connivence qui se met avec les futures mamans et les futurs papas quand ils accompagnent aussi pour les préparations. Si maintenant il y a une grosse difficulté ou un décès, eh bien on est là et elles savent qu'elles peuvent compter sur nous, qu'on va venir les voir à domicile, qu'on va continuer à les suivre. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après aussi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui peut vraiment être apaisant pour elles aussi. Et par rapport aux préparations à la naissance, il y a toutes sortes de techniques pour lesquelles les sages-femmes sont formées, qui peuvent aller de l'hypnose, qui peuvent aller au yoga prénatal, qui peuvent aller à l'aptonomie. Donc ce sont toutes des techniques qui permettent vraiment une rencontre avec le bébé, toucher son ventre. Moi, je fais parfois certaines petites pratiques d'aptonomie où le papa touche le ventre de la maman et simplement reste sans bouger, juste sentir et juste dire ce qu'il ressent par rapport à ça. Mais c'est magique, c'est vraiment magique parce que des papas s'expriment comme ils ne le feraient jamais avant. Et on peut continuer ça s'il y a une difficulté. Ils sont habitués à le faire, ils sont habitués à ce contact proche. Et c'est pas la même chose que juste le soir mettre une main sur le ventre en disant « Ah, il bouge, ah, c'est bien ». C'est tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus dans du feeling, dans du ressenti, dans du partage, dans de l'empathie. Et surtout qu'en cas de deuil, ça leur permettrait aussi de faire ça, de traverser ce deuil ensemble. Exactement. Parce qu'ici, ils ont déjà traversé le désir d'enfant et les projections dont Madame Wauters parlait tout à l'heure. Ça leur permettrait vraiment de pouvoir de ne pas chacun se renfermer sur soi, parce que ce qu'on voit souvent dans les deuils, c'est que parfois chacun reste dans sa tristesse et on n'en parle pas. Alors moi, ce que j'ai souvent aux mamans aussi, c'est que finalement la seule personne qui peut comprendre votre perte, c'est la personne qui a perdu aussi, c'est votre partenaire. Moi, je suis la psychologue, par exemple, mais moi, j'ai pas perdu d'enfant. Je ne sais pas c'est quoi perdre un enfant. Par contre, votre mari, votre compagnon, enfin, le papa de l'enfant, il a aussi perdu un enfant. Et donc, c'est important de pouvoir partager ça ensemble. Je voulais revenir vers Madame Wauters, justement. Qui est-ce qui va annoncer un décès ? Est-ce que c'est forcément le médecin ? Est-ce que c'est la sage-femme ? Ou est-ce qu'il arrive qu'on fasse vraiment appel à des psychologues dans ce cadre-là ? Alors, pour l'annonce en tant que telle, ce ne sera jamais un psychologue. C'est le médecin. Par contre, là où j'ai travaillé à Saint-Michel, il y avait vraiment une collaboration extraordinaire avec l'équipe. Et on faisait ça à deux. Donc, c'est pas moi qui parlais. Par contre, il y avait ce relais immédiat quand le médecin annonçait la nouvelle, quand c'était possible, parce qu'évidemment, si je n'étais pas sur place, clairement, il n'allait pas attendre que je sois là pour annoncer. Par contre, on m'appelait, j'étais appelable jour, nuit et week-end. Donc, le deuil ne prend pas rendez-vous. Donc, en fonction de mes disponibilités privées, bien entendu, je revenais à l'hôpital.
Et là, si l'annonce pouvait être faite ensemble, on le faisait. Si c'était pas possible, en tout cas, j'étais le relais immédiat. Et là, ça permet au médecin de garder son rôle de médecin, qui, je dirais, bien sûr, ça n'empêche pas ni l'empathie, ni la compassion, ni l'écoute, ni de prendre le temps. Et comme disait Madame Sonnen, c'est une question de singularité aussi, c'est-à-dire que ça va dépendre de chaque médecin par rapport à ses propres peurs, par rapport à la mort. Donc, en général, c'est vraiment le rôle du médecin, mais s'il peut être accompagné, que ce soit d'une sage-femme ou d'une psy, nous, là où je travaillais, les sages-femmes avaient un peu difficile avec le deuil périnatal. Donc, comme j'étais sur place, j'ai envie de dire que voilà, c'était à moi qu'on s'adressait, mais ça fait évidemment partie, selon moi, éminemment du rôle de la sage-femme. Donc, moi, j'étais sur place, donc on me prenait, j'ai envie de dire, parce que les sages-femmes n'étaient pas à l'aise pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que parfois les sages-femmes, c'est dur pour elles? Alors moi, de ce que j'avais pu entendre de l'équipe, parce qu'on faisait des intervisions aussi, c'était qu'elles étaient formées à donner la vie. Ouais. Et donc, donner la mort, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas elles qui donnaient la mort, mais donc mettre un enfant au monde mort, pour la plupart, et je ne dis pas que c'est dans tous les hôpitaux comme ça, en tout cas c'est l'expérience que moi j'ai eue, c'était trop compliqué. Et comme Laure était là, et que c'est vrai que pour moi, on n'apprend pas ça à l'UNIF. Non, ça c'est sûr. Voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement. Eh bien oui, j'habillais moi-même les bébés décédés. Donc, or, ce sont les sages-femmes qui le font habituellement. Descendre un petit bébé décédé à la morgue, ben, c'est moi qui le faisais. Le remonter pour le présenter à ses parents, c'est moi qui le faisais. Mais ailleurs, clairement, selon moi, c'est un rôle de sage-femme. Oui, je pense que vous serez d'accord avec moi. Dans d'autres hôpitaux, oui. sur les sages-femmes. C'était très particulier. Là où je travaillais, c'était très particulier. Mais moi, ça m'a donné une richesse, évidemment, d'expérience incroyable et de pouvoir accompagner même l'accouchement, en fait, d'un bébé mort-né. Or, de nouveau, c'est une sage-femme. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais cet accompagnement, il faut savoir que quand il y a une annonce d'un décès mort in utero, le monde s'arrête en fait. La temporalité, elle est complètement différente. Donc, se mettre à l'écoute, prendre le temps ben moi j'ai eu la chance de le faire en fait, tout simplement. Mais on va en rediscuter avec Madame Sonnen juste après une courte pause. Donc, chers auditeurs, nous parlons du deuil périnatal. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via la page Facebook de l'émission ou via mon compte Instagram, Le Blic Virginie. Nos intervenantes se feront un plaisir de répondre. Voilà, je vous dis à tout de suite au 106.8 sur Arabelle dans Santé pour tous. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous dans Santé pour tous. Nous parlions du deuil périnatal et juste avant la pause, notre thérapeute, Madame Wauters, nous expliquait un petit peu comment elle avait travaillé à l'hôpital Saint-Michel, c'est ça? Oui, à l'hôpital Saint-Michel, donc avec les mamans et les bébés. Et elle nous expliquait que c'était pas toujours facile, même pour les intervenants finalement, de pouvoir faire cette démarche, donc de pouvoir accompagner le bébé mort-né par exemple, et la maman et le papa. Il fallait habiller. J'ai appris qu'il fallait qu'on habillait le bébé, pour le rendre, je suppose, présentable aussi pour sa famille. Oui, disons que c'est vraiment faire honneur à la vie, même si la mort est présente. Ce bébé est là, quoi. Et il est bien vivant pour ses parents dans leur cœur, dans leurs émotions. Et comme on le ferait pour un bébé qui naît vivant, oui, c'est vraiment une marque de respect, d'honneur à la vie. Et peu importe l'âge, bien sûr, si le bébé est tout petit et qu'il n'y a pas de vêtements, et bien là, il était, je dirais, bien emmitouflé dans un petit drap pour qu'on voit le visage. On faisait des empreintes des mains, les empreintes des pieds. Des photos étaient prises également. Tout ça a été mis dans le dossier des parents. Parce qu'il faut savoir aussi que les parents ne sont pas toujours prêts au moment même de rencontrer leur bébé. Que ce soit physiquement ou même avec des photos. Donc tout ça a été conservé dans le dossier des parents. Mais je dirais, comme moi j'avais la chance d'être sur place et que j'accompagnais vraiment ces moments très critiques, et que dans des moments très critiques comme ça, l'alliance thérapeutique, qu'on soit sage-femme ou thérapeute,
j'ai envie de dire, où ça passe, où ça casse. C'est-à-dire que si les parents sont preneurs, il y a quelque chose de très fort qui se lie avec le thérapeute ou la sage-femme. Hein. Donc je mets le mot thérapeute au sens très large du terme, parce que vous entrez dans une bulle qui, comme je disais tout à l'heure, qui est intemporelle. Hein. Il y a quelque chose un peu de surréaliste qui arrive. Et d'avoir une personne, peu importe qui prend ce temps de se poser, de se déposer, et de dire, ben voilà, finalement, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. Mais on est là, à disposition. On en parlera peut-être plus tard avec les rituels, éventuellement ce qu'on propose aux parents. Mais il y a un tas de choses qu'on peut mettre en place pour rencontrer quand même ce bébé, honorer ce bébé, même si en effet il a 16 semaines de gestation, qu'il ait 16 semaines, qu'il en ait 38. Oui, en préparant l'émission, on discutait justement qu'aujourd'hui on peut enterrer les bébés, alors qu'à l'époque, il y a quelques années, on ne pouvait pas. Disons qu'on ne pouvait pas avant un certain terme, sauf avec autorisation de la commune. Donc c'était vraiment à la décision de la commune. Oui. Et nous avions, donc, la clinique Saint-Michel est, je dirais, partenaire avec la clinique Sainte-Élisabeth, où il y avait également une psychologue. Et il y avait un aumônier, en fait, absolument extraordinaire, qui lui-même fabriquait, en fait, les cercueils sur mesure. Et donc, en fonction du bébé, on pouvait vraiment, même si, je dirais, d'un point de vue légal, cet enfant ne pouvait pas avoir un statut, donc ne pouvait pas être inscrit dans le carnet de mariage, par exemple. Bon, ben, ok, ça c'est l'officiel. Mais officieusement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces parents puissent quand même avoir ce bébé qui est leur bébé, hein. Et qui est reconnu. Qui est reconnu, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est important, cette reconnaissance. Hein, donc, c'est primordial. Oui, tout à fait. C'est primordial. Pour pouvoir avancer, se reconstruire, d'être reconnu dans ce qu'on a vécu, quoi. Comme je disais tout à l'heure, d'être reconnu en tant que parent. Hein, même si on va pas pouvoir valider quelque part cette identité, parce qu'une identité, elle est validée par le concret qu'on en fait tous les jours. Hein. Voilà, moi je suis thérapeute parce que voilà, je reçois des personnes. Vous êtes sage-femme parce que vous accompagnez les parents. Donc, on est validé par ce que nous faisons concrètement par rapport à notre rôle. Et là, concrètement, on va pouvoir faire quoi en tant que parent si notre bébé est décédé ? Eh bien, tout ce qui va se passer après, ça va permettre de donner, je dirais, une ampleur à cette identité qui, va pas pouvoir s'exprimer comme on aurait voulu, hein, ça certainement. Mais si en plus, on ne peut même pas reconnaître cet enfant, en fait, je me reconnais pas du tout dans mon identité à ce moment-là. Oui, c'est ça, ça fait partie du parent, quoi. Oui, clairement. Oui. Tout à l'heure, juste avant la pause, on parlait justement des intervenants qui pouvaient aussi être en souffrance face au fait de faire naître un enfant mort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, est-ce que ça vous est arrivé peut-être d'accompagner des situations comme celle-là Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une longue expérience dans une première vie. J'ai travaillé 20 ans en Afrique. Et là, on fait tout, en fait. Donc, on est là pour la grossesse, pour l'accouchement, pour la suite. Et l'occasion, évidemment, de voir beaucoup, beaucoup de naissances à problème. Mais peu importe que ce soit là-bas ou que ce soit ici, je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on montre qu'on est humain avant tout, qu'on est aussi une maman, ou qu'on est aussi un papa, ou qu'on est quelqu'un qui a eu des bébés, ou qui a une famille, qui peut s'imaginer ce que peut ressentir la personne, même si on n'est pas à sa place. Mais simplement être là, faire les gestes techniques nécessaires, le moins possible, donc pas absolument vouloir faire une césarienne, par exemple, pour tous les accouchements d'un bébé mort-né. C'est pas nécessaire. Par contre, on pourra proposer, si la maman le désire, de faire une péridurale. Si elle le désire, c'est pas toujours automatique non plus. Donc, être là et... La maman peut accoucher par voie basse, même si le bébé est décédé. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas être trop interventionniste non plus. Ça dépend, bien sûr, aussi de la cause du décès. Hein. Si c'est une éclampsie ou des choses comme ça, bien sûr, il faudra faire vite. Mais voilà, on doit essayer de respecter quand même le maximum aussi le désir des parents. Voilà. Ouais. Et par rapport, justement, comme vous disiez tout à l'heure, de prendre le bébé dans les bras, de le regarder, de pouvoir rester un petit peu tout seul en couple avec le bébé, de pouvoir l'habiller soi-même si on a envie de l'habiller ou quoi, sont toutes des choses qui sont importantes, mais qui ne doivent pas être imposées. On doit suivre ce que chacun a envie de vivre. On peut proposer, mais pas imposer. Donc, quand il y a vraiment des
des protocoles très stricts. Voilà, un bébé mort-né, il faut faire comme ça, il faut le mettre dans les bras des parents, puis il faut aller l'amener à la morgue, etc. Parfois, c'est un peu rigide. Il faut pouvoir voir un petit peu ce que chaque personne a envie. Et bien sûr, c'est en fonction du thérapeute qui est là et de son vécu et du fait qu'il est à l'aise ou pas avec la mort, du fait qu'il est à l'aise. Par exemple, j'ai des collègues qui sont enceintes. C'est sûr que se retrouver dans l'accompagnement d'une famille qui vient de vivre un décès, c'est dur, ça rappelle trop de choses. Voilà, ils sont trop dans la situation pour pouvoir le vivre sereinement. Donc c'est pour ça que, voilà, comme vous disiez, c'était plutôt vous comme psychologue qui accompagnez les parents pour tous ces petits rituels. Ça se mettait comme ça, c'est très bien. Voilà, moi je vois à l'arbre de vie, on m'appelle toujours un petit peu, il y a une maman, il y a un suivi pour un deuil parental, est-ce que tu veux bien y aller ? Oui, je veux bien, parce que moi je suis à l'aise avec ça. Je crois que j'ai une expérience de vie. Oui, c'est ça. J'ai travaillé en soins palliatifs à domicile aussi, donc ça fait, voilà, j'ai tout un contexte qui fait que je suis à l'aise avec ça. Je comprends tellement bien les collègues qui puissent ne pas être à l'aise, mais toutes les sages-femmes le font l'accompagnement, en tout cas en postpartum. Elles sont toutes là, elles sont présentes, mais avec plus ou moins d'affinité ou plus ou moins de confiance en elles. C'est comme les psys aussi, voilà. On peut avoir des affinités avec des situations ou pas. Hein, donc ça dépend de période de la vie. Et aussi, je crois que c'est important qu'on soit à l'aise parce que si on ne l'est pas, la patiente va le ressentir bien aussi. Sûr, donc clairement, je voulais voir avec Madame Wauters, est-ce qu'il y a peut-être des outils qu'on peut mettre en place pour faciliter l'annonce d'un décès ou alors comment on pourrait aider la maman à annoncer le décès peut-être aussi à la famille, aux proches c'est quelque chose qui reste pas très évident. Ah non, ça c'est très clair. Maintenant, des outils pour annoncer, je vous dis très sincèrement, si quelqu'un en a, je les veux bien. Mais non, c'est d'être là en fait. Vous savez, bien souvent, l'annonce, elle est assez violente parce que, en tout cas, si elle est inattendue, bien sûr, si on a déjà pu détecter une malformation, par exemple chez le bébé, il y a des choses qui peuvent se préparer. Je mets des grosses guillemets parce que ce qu'on se prépare vraiment, je ne pense pas, mais il y a quand même, ça flotte dans l'air. Le risque flotte dans l'air. Quand c'est soudain, vous savez, je pense à une situation particulière où une maman vient faire sa dernière échographie, son monitoring, c'était même pas une échographie, vient faire un monitoring parce que vraiment en fin de grossesse, pour voir comment tout va, et tout va plus du tout, quoi. Il n'y a plus de cœur. Alors que personne n'aurait pu imaginer ça, ni appréhender ça, et la dame, elle était à 37 semaines et demie de grossesse. Donc là, on ne peut pas préparer cette annonce. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur. Et la maman, elle n'est pas idiote, hein, si on met les électrodes sur le ventre et qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Donc là, quelque part, il n'y a même pas d'annonce à faire, il y a le constat. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas d'outils. Selon moi, il n'y a vraiment pas d'outils. Il y a à dire les choses de la manière la plus simple, la plus humaine possible. Et là, de nouveau, hein, comme Mme Swenon disait, ça va dépendre vraiment de tout un chacun. Est-ce que moi, je suis à l'aise ou pas en tant que médecin, puisque logiquement, ça devrait être le médecin, c'est le rôle du médecin d'annoncer un décès ou pas. Est-ce que le médecin a besoin, en effet, d'avoir une collègue sage-femme, par exemple, avec lui pour l'annoncer, ou une psy, ça va vraiment être du cas par cas. Et pour annoncer, je dirais que ce soit une fratrie, par exemple, qui est déjà là, à la famille, je vais être très honnête avec vous, je pense que la maman toute seule ne peut pas le faire. Enfin, c'est au-delà de ce qu'elle pourrait faire, je pense. Le papa tout autant. Donc, bien souvent, il y a un accompagnement, en tout cas, moi, je n'ai travaillé qu'en milieu hospitalier, hein, dans ce cadre-là, par exemple, une maison de naissance, ou comme un Swenon qui est indépendante, qui va à domicile, etc. C'est encore autre chose, j'imagine. Mais dans le milieu hospitalier où moi je travaillais, clairement, pour la fratrie, on faisait venir les enfants à l'hôpital. On était dans une pièce spéciale, spéciale, je veux dire, pas dans adapté, une chambre, oui, voilà. Avec des jeux, et où là, les parents étaient là, le médecin était là, moi j'étais là. Et si la maman ou le papa ne trouvait pas les mots, ou le médecin au moins trouvait les mots. Et puis, voilà, je dirais après, les choses se faisaient. Les enfants, voilà,
pouvez donner des pistes pour les enfants, par exemple, de faire un dessin, de donner le doudou, auquel on tient. Est-ce que tu as envie de rencontrer ton petit frère ou ta petite sœur ou pas? Et toujours dans le respect. Madame Sonnel l'a bien dit, il n'y a pas un protocole, quoi. Et heureusement. C'est peut-être aussi en fonction aussi des parents, de leur volonté à eux. Mais clairement. C'est ça. Ah oui. Par contre, et ça c'est important de le dire, souvent les parents préfèrent que le grand frère ou la grande sœur ne voit pas le petit. Mais on pourra peut-être en reparler. Après l'importance, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. D'accord, ok. Oui. Alors, chers auditeurs, on va vers la deuxième partie de notre émission. On va s'arrêter quelques instants. Donc, dans quelques instants, nous aurons notre deuxième partie. Nous parlerons un petit peu plus de la place de chacun et des techniques d'intervention. Donc, restez avec nous. Dans Santé pour tous, nous parlons du deuil périnatal avec nos spécialistes. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous parlons du deuil périnatal. Nous sommes avec Marie-Christine Swenen, qui est sage-femme à l'Arbre de Vie, et nous sommes aussi avec Laure Waters, qui est aussi assistante en psychologie et thérapeute, qui a travaillé longtemps dans les hôpitaux avec les familles et les parents d'enfants morts-nés. Donc aujourd'hui, nous parlons du deuil périnatal. Juste avant la pause, Madame Waters nous disait que justement, on parlait du fait de parler ou pas du décès aux frères et sœurs, dans le cas où il y a déjà une fratrie présente. Oui. Et donc, on s'était dit, tiens, et si les parents ne voulaient pas que, par exemple, les enfants voient le bébé mort-né, par exemple, est-ce qu'il y avait d'autres techniques ou d'autres possibilités pour expliquer aux enfants qu'ils avaient perdu le petit frère ou la petite sœur? Oui, bien entendu. Donc, comme disait Mme Sonnen tout à l'heure, on n'impose rien. Par contre, nous avons un rôle un peu pédagogique où on peut expliquer aux parents qu'on entend évidemment bien leur crainte que le grand frère ou la grande sœur ne rencontre le bébé qui est mort et que si c'est non, c'est non. Et en même temps, de leur expliquer ce qui peut se passer dans la tête de leur enfant. Quelle est derrière cette demande de voir le petit frère ou de voir la petite sœur. Et comme je disais tout à l'heure, l'identité parentale est très importante pour le parent. Il y a l'identité du grand frère ou de la grande sœur. Même quand l'enfant est très petit, de pouvoir être quand même ce grand frère ou cette grande sœur. Donc de pouvoir simplement relever ça aux parents. Tiens, en effet, s'il pouvait rencontrer son petit frère ou sa petite sœur, ce rôle-là, il pourrait... même si concrètement il ne va pas pouvoir jouer avec ce petit frère ou avec cette petite sœur, dans son cœur il l'est et il pourra le concrétiser par l'image et même la sensation peut-être du petit corps qu'il pourra porter. Ça c'est une première chose qu'on peut proposer aux parents. Tiens, réfléchissez-y, sachez juste que peut-être pour le grand frère ou la grande sœur, en tant que grand frère et grande sœur, ce serait important de le voir. Et deuxième chose, souvent les parents veulent protéger en fait le plus grand. Oui, mais il va avoir peur, c'est horrible de voir un bébé mort. Et en fait, ce que les parents ignorent bien souvent, c'est que le fantasme qu'il y a dans la tête de l'enfant, bien souvent est beaucoup plus horrible pire que la réalité. Tout à fait. Ouais. Et que un bébé qui est né mort, bien souvent, il est beau en fait. Hein. C'est un beau petit bébé, quoi. Ouais. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Et même, je me souviens d'une expérience où là, on avait dû interrompre la grossesse parce que ce bébé ne pouvait pas naître. Donc, il est mort in utero, mais il était déjà grand. Il avait une grosse malformation. C'est un enfant qui n'aurait pas pu même pas respirer en dehors du corps de la maman. Donc, il a été décidé de faire ce qu'on appelle un avortement médical. Et on a pu camoufler, en fait, la malformation qui était vraiment très proéminente. Voilà, on a juste montré le petit visage et ça suffisait. Donc, parfois, informer, sans imposer, mais donc juste informer les parents que derrière la demande de l'enfant de voir son petit frère ou sa petite sœur, c'est pour voir que finalement, est-ce que c'est si horrible que je ne l'imaginais ou est-ce que ça l'est moins? Et bien souvent, ça l'est moins. Oui. Mais il faut laisser le temps aux parents de
Parfois, c'est aussi on peut utiliser aussi des photos, des jolies petites photos tout à fait. Et que ça, les parents je ne sais pas comment aussi. vous procédez, mais en tout cas, à Saint-Michel, c'est ce qui était fait. On faisait des photos, des empreintes. Donc tout ça reste, si les parents ou la fratrie ou la famille ne veut entendre parler de rien, et ça se respecte. Et parfois, peut-être dans l'immédiat, c'est difficile. C'est juste après l'accouchement. Parfois, violent, c'est vraiment difficile et parfois, c'est peut-être après. Tout à fait. Et même des années après. Oui, parfois. Moi, j'avais déjà eu une maman comme ça qui me disait « Je regrette, j'ai refusé de voir mon bébé parce que c'était trop dur pour moi de voir mon enfant mort-né. Et en fait, maintenant, je regrette de ne pas l'avoir vu et de ne pas l'avoir pris dans mes bras. » Oui. Et donc, ça... et de savoir ça, en tant que professionnel, c'est juste d'amener ça à la conscience du parent. C'est normal si là, maintenant, vous ne voulez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dans l'heure que vous devez le prendre, ni le rencontrer. Et moi, il m'est arrivé de rester 36 heures de suite à l'hôpital pour accompagner. Dire, OK, oui, peut-être tout à l'heure. OK, tout à l'heure, est-ce que vous pensez... Non, ce soir peut-être. OK, le soir, ouais, là maintenant, ça peut aller. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Il faut que le professionnel soit disposé à faire ça. Dans un milieu hospitalier, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des rondes, on change de shift, etc. Donc, je dirais qu'il y avait quand même un privilège réel à pouvoir travailler là, comme je le faisais, et pour pouvoir proposer ce type d'accompagnement. Et j'imagine ce que vous faites en tant que sage-femme indépendante, vous pouvez faire ça, justement, prendre ce temps, et parce qu'on n'est pas dans la structure administrative et lourde d'un hôpital, quoi. Oui. Et du coup, c'est vrai que j'en reviens un petit peu sur ce fameux accompagnement que vous proposez donc à domicile. Est-ce qu'il y a un accompagnement des sages-femmes après, un accouchement d'un bébé mort-né ou comment ça se passe? Alors, dans le cas d'un accouchement d'un bébé mort-né, de toute façon, l'hôpital va contacter une sage-femme ou une association de sages-femmes. Donc, dans ce cas-ci, c'est à l'Arbre de Vie. On reçoit un appel pour décrire un petit peu ce qui s'est passé, décrire la situation. Et d'office, le lendemain du retour à domicile, une sage-femme de notre association passe chez la patiente et va faire le suivi habituel d'une femme qui a accouché, c'est-à-dire vérifier que la maman va bien au niveau physique, il n'y a pas de problème au niveau des seins, si par exemple il y avait déjà une montée de lait ou des choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus, si ça a été une césarienne, est-ce qu'il y a une plaie à soigner, etc., etc. Et puis après, il y a tout le contexte évidemment psychologique, voir comment la maman se sent. Parfois, elles ont envie de raconter ce qui s'est passé. Donc moi, en général, quand j'arrive, après avoir d'abord salué, etc., je dis, voilà pourquoi je viens. Je viens voir si au niveau de votre corps, tout se passe bien, tout se remet comme il faut, etc. Et puis, je viens voir aussi surtout comment vous allez. Et racontez-moi ce que vous avez envie de me raconter, comment vous vous sentez ou comment ça s'est passé, si vous avez envie de me donner les détails. Sinon, j'ai le rapport de l'hôpital. Je sais en gros ce qui s'est passé, mais dites-moi ce que vous avez envie de me dire. Et en général, là, on a toute l'histoire avec tous les détails. C'est le moment d'en reparler et on a le temps. Nous, on prend vraiment le temps. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie. On sait quand on entre, on ne sait jamais quand on sort. Ça, c'est vraiment notre slogan. On essaye d'être techniquement bonne, mais surtout, on prend le temps qu'il faut. Et donc, voilà, parfois les parents vont nous montrer des petites photos, vont nous montrer des petites empreintes, etc. S'ils ont voulu les prendre à ce moment-là, ou bien ils vont dire non, on n'a pas voulu. Ils vont nous raconter s'ils ont vu leur bébé ou pas, s'ils l'ont tenu dans les bras ou pas. J'ai le souvenir d'un papa menuisier qui m'a dit on n'a pas voulu voir notre bébé tout de suite, mais par contre, on a voulu aller le voir un jour après à l'hôpital, donc. Et ils ont été à la morgue de l'hôpital. Et il a dit c'était tellement triste et froid. Et voir ce petit bébé sur une petite table comme ça, c'était tellement, tellement affreux que ce papa a proposé à l'hôpital de réaménager tout ce petit coin pour les futurs bébés des autres parents. Et j'ai trouvé ça génial parce que il s'est dit comme ça va être en souvenir de mon bébé. Je vais apporter quelque chose. Et ça va rester pour moi un bon souvenir d'avoir pu améliorer les choses. Oui, c'était reconstruit. Donc c'est pour dire que c'est aussi important le contexte
comme vous disiez tout à l'heure, Madame Wauters, bien emballé, bien habillé, faire un petit cocon, que le bébé soit tout beau, ça aide énormément aussi pour le deuil. Là, vous parlez d'espace, mais du coup, je me retourne vers Madame Wauters. Est-ce qu'il y a des espaces qui sont spécialement aménagés pour les parents qui ont perdu un bébé? Alors, des espaces... le seul espace dont on disposait, c'était la morgue, justement. Mais qui, là, était sobre, mais où, dans le cadre d'une fratrie, par exemple, étaient décorés des dessins des plus grands. Mais la maman, quand elle accouche, on la met où? En fait, c'est ça. Elle va se retrouver donc avec les mamans qui ont accouché d'un bébé vivant. La plupart du temps, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais comme il y a des soins spécifiques à la suite d'une naissance, oui, les mêmes que... ce sont des soins, je dirais, prodigués par des sages-femmes qui ne sont pas des infirmières. Ouais. Inversement, donc c'est pas une question de compétence, c'est juste une question d'attribution de rôle. Et donc là, je sais pas vous, Mme Sonnen, mais moi j'ai eu les deux expériences, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui auraient pour rien au monde voulu se retrouver ailleurs, parce qu'elles étaient quand même mamans. Alors oui, bien sûr, c'est souffrant d'entendre les nouveau-nés qui, eux, sont vivants, crier, les portes claquer, les enfants courir dans le couloir, entendre les familles féliciter, et le contraste que dans sa chambre à elle, il n'y a pas de bruit, c'est vide, c'est très silencieux. Et son bébé, il est à la morgue à ce moment-là. Oui. Ouais, c'est ça. Et en même temps, d'autres mamans qui ont demandé à être transférées de service. Et ça, c'est fait. On les a mis dans un autre service que la maternité, par exemple. Donc là, de nouveau, si on peut prendre le temps, s'il n'y a pas un protocole rigide, et qu'on peut prendre le temps de poser la question à la maman et au papa, c'est quoi le plus juste pour vous? Est-ce que ce serait que vous soyez hospitalisé en maternité ou dans un autre service? Alors, certaines maternités bénéficient aussi de deux types de services. Un service de grossesse à haut risque, où donc les bébés ne sont pas encore nés, et donc où il n'y a pas de bruit d'enfants qui pleurent. Donc là, super, on peut alors mettre ces mamans dans ce service-là, mais tous les hôpitaux n'en bénéficient pas. Donc si c'est une maternité où on ne distingue pas, tous les hôpitaux font ce service, mais parfois il n'y a pas deux services distincts. Et à Saint-Michel, en l'occurrence, les grossesses à haut risque étaient, je dirais, concomitants avec les chambres où il y avait un bébé qui était né. Donc voilà, ça c'est aussi en fonction de l'infrastructure même de l'hôpital. Je pense que si on peut donner le choix, et parfois même les parents ne savent pas choisir, ils disent j'en sais rien et je m'en fous, mettez-moi, puisqu'il y a vraiment, on est coupé on est en état de choc, clairement. Donc maintenant, imaginons on met la maman alors en maternité et qu'après 1 heure ou 2 elle dit en fait c'est intolérable, je peux pas supporter parce que j'entends des bébés pleurer. Voilà, si le service est suffisamment souple pour transférer, alors ouf. Donc il n'y a pas un protocole, j'espère en tout cas, qu'il n'y a pas un protocole qui est rigide. En tout cas là où moi j'ai travaillé, ça n'était pas le cas. Comment ça se passe, Madame Sonnen? Mais je demandais justement à une collègue qui travaille dans une maternité ici à Bruxelles, qui me disait que dans la mesure du possible, on essayait alors de mettre la maman dans la chambre la plus éloignée au bout du couloir, et en tout cas seule dans la chambre, même si elle avait demandé une chambre commune, et que comme ça, elle n'entendait pas trop les bébés des autres chambres. Et alors, ce que je trouvais sympa, c'est qu'alors on mettait un deuxième lit pour le papa, qu'on collait au lit de la maman, pour qu'ils aient quand même, cette intimité du couple pour la nuit. Oui, donc ça, je trouvais ça une petite attention sympa. Et il reste combien de temps en général à l'hôpital? Alors, normalement, actuellement, le séjour en maternité est assez court. C'est 2 jours. En général, on reste 2 jours et on rentre dans l'après-midi du 2e jour après l'accouchement. Et dans ces cas-ci, quand il y a un décès, si la maman est suffisamment bien physiquement, elle peut parfois demander de rentrer plus tôt. Donc, elle rentre parfois au 1er jour après l'accouchement. Et à ce moment-là, à ce moment-là, nous, on est là directement le soir même ou le lendemain. Et c'est souvent les hôpitaux qui donnent alors vos coordonnées? Alors, ce sont les hôpitaux qui nous contactent d'ailleurs.
Oui. Ah oui. Bon, parce que moi, je vous connaissais, ce que je disais en off aussi, je vous connaissais parce que, je connaissais l'association, pas vous particulièrement, parce que c'est vrai qu'en sortant de l'hôpital m'a dit de vous contacter pour avoir un suivi à domicile que je n'avais pas fait pour mes 2 autres enfants. Beaucoup de gens ne savent pas que les sages-femmes peuvent venir comme ça à domicile, faire des suivis et voir comment vous allez. Et vous disiez aussi tout à l'heure que même après une fausse couche, on a le droit d'avoir une sage-femme. Oui. Donc, après une fausse couche, il y a 3 visites par la sage-femme qui sont remboursées par l'INAMI. Oui. Ça, il n'y a pratiquement personne qui le sait. Et si ce ne sont pas les hôpitaux qui nous appellent dans ce cas-là, en général, quand les mamans font une fausse couche et qu'elles restent à domicile, qu'elles ne vont même pas à l'hôpital, elles ne sont même pas au courant qu'elles peuvent avoir un suivi. Donc ça, c'est important à savoir. Il suffit de contacter une association de sages-femmes et une sage-femme peut passer. Et par rapport aux visites à domicile après la naissance, donc l'INAMI rembourse presque une dizaine de visites à domicile dans la première année. Donc, même si le bébé n'est pas vivant, pour la maman, il y a possibilité de visite pendant toute la première année. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? Quand évidemment une maman rentre très tôt au premier jour, on va venir au moins 2-3 fois en suivant les 2-3 premiers jours. Si elle rentre après 5-6 jours, on va venir une fois, on reviendra peut-être 2-3 jours après. On voit un petit peu le rythme nécessaire en fonction des soins à faire. Et en fonction de l'état de la maman en général et de sa demande aussi. Alors ça, c'est très différent d'un cas à l'autre. Il y a des mamans, enfin je dis toujours les mamans, mais ça peut être les parents. Il y a des mamans qui vont être très preneuses, très demandeuses, qui vont nous demander de passer souvent, de manière très proche, qui vont nous rappeler après un mois pour faire un peu le point, etc. Il y en a d'autres, vous venez une fois, vous proposez de repasser le lendemain ou 2-3 jours après. Elles vont dire non, ça va, tout va bien maintenant, il faut pas venir. Donc, on peut pas non plus s'imposer, bien sûr. Mais moi, quand je viens à domicile, je propose à la maman, si elle en a envie, je peux lui proposer un petit massage relaxant, par exemple, simplement pour une détente physique, un contact physique, des mains chaudes qui viennent sur le corps, ça fait du bien quand on n'est pas bien. Avec le Covid, c'est un peu moins évident, mais voilà, dans la mesure du possible, on essaie de faire ça. Je peux proposer simplement, s'il y a des grands frères, des grandes sœurs, que les grands frères et grandes sœurs peuvent venir masser aussi un petit peu avec moi pour faire du bien à maman, pour montrer qu'on est avec elle, etc. Moi, je fais aussi de l'hypnose qui peut aider parfois énormément dans ces cas-là aussi, à libérer des choses, à se relaxer aussi, ça fait du bien. Et puis on est dans l'écoute. Et ça vous arrive de rappeler peut-être soit le gynécologue, soit une psychologue extérieure en disant tiens, cette maman va pas bien du tout, il faut absolument qu'elle voie quelqu'un. Voilà. Alors j'ai eu le cas il y a très peu de temps là avec une maman qui avait eu un bébé mort-né, mais vraiment c'était tellement brusque parce que tout allait bien jusqu'à la dernière heure. Et puis pouf, mort-né, le temps que ce bébé soit sorti, c'était trop tard. Et puis cette maman est rentrée chez elle, ça allait, elle se remettait bien. Et puis tout à coup, elle a commencé à faire des crises d'hypertension, mais vraiment graves. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend contact immédiatement avec le gynécologue, qui en général connaît très bien ces patientes quand ce sont des cas de décès, ils connaissent encore 10 fois mieux. On donne tout de suite les procédures, que faire, que dire à la maman, que donner comme médicament éventuellement. Ils nous envoient l'ordonnance par email pour qu'on puisse tout de suite aller ou demander au mari d'aller acheter. Ils proposent de voir tout de suite la maman en consultation. Donc on voit avec elle comment la ramener à l'hôpital, qui va pouvoir la conduire, etc. Donc on essaye vraiment de travailler en collaboration très proche. Et puis, quand on voit que nous-mêmes, on ne s'en sort pas au niveau psychologique, on fait appel à ce moment-là au psychologue. On propose, en expliquant vraiment chaque fois qu'est-ce que ça peut vous apporter. Parce que quand on dit, il faudra aller voir un psy, mais c'est sûr que toutes les barrières se ferment et que mais je ne suis pas folle, j'ai pas besoin d'un psy. Alors que si on dit, vous savez, avec un psy, vous allez peut-être pouvoir prendre un petit peu de la hauteur, creuser un petit peu certaines pistes, voir un petit peu comment avancer, enfin toutes sortes de choses comme ça. Alors tout à coup, ça démystifie un petit peu et ça donne l'envie d'aller à une consultation pour avancer dans la démarche. Donc vous êtes parfois le relais. On ne dit pas ça nécessairement le premier ou deuxième jour à domicile parce qu'elles sortent de l'hôpital où elles ont
ont en général déjà été suivis par un psychologue. Mais dans les jours qui suivent, si on voit vraiment que ça ne va vraiment pas, que ce soit pour la maman, pour le papa, pour la famille en général, alors on contacte d'autres personnes. Oui. Ouais. Mais donc, vous êtes aussi quelqu'un qui va jouer le rôle de relais. C'est ça, oui, le absolument. relais avec le gynécologue ou avec la thérapeute. Vous êtes un petit peu là pour la maman, vous l'accompagnez, mais sur un peu tous les fronts qui peuvent arriver juste après avec le médecin de famille aussi, ils sont très importants aussi. Oui, c'est dommage que notre médecin de famille n'est pas joignable. On aurait bien aimé avoir son avis. Mon régisseur a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répond pas. Donc, et alors, une petite chose très importante aussi, c'est de s'assurer que tout ce qui a été mis en place a vraiment pu être réalisé. Donc, moi, je suis la spécialiste des petits messages avec mes patientes pour demander, quand elles disent oui, j'ai vraiment envie de contacter un psychologue ou quoi. Déjà, on voit si elle a des contacts, on lui propose les contacts, on lui propose même d'appeler pour elle si elle n'a pas envie ou qu'elle n'ose pas appeler pour faciliter les choses. Et si c'est elle qui fait les démarches, le lendemain, un petit message. Ça s'est bien passé pour vos démarches? Juste, comment ça va aujourd'hui? Ça s'est bien passé pour vos démarches? Et du coup, elles se sentent soutenues, elles sentent qu'il y a un relais, elles sentent qu'il y a une coordination. Et elles sentent qu'elles sont, elles, la patiente, au centre de tout ce qui se passe autour d'elles. Et ça, c'est un soutien qui est vraiment important. C'est tout bête, un petit SMS, c'est rien du tout. Et ça fait toute la différence, vraiment. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est vraiment le fait de ça... Enfin, quelque part, c'est comme si elles régressaient un petit peu, mais qu'elles avaient besoin qu'on prenne soin d'elles, ces mamans. Tout à fait. Et les papas, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, des papas. Et eux, dans quel état ils sont, ces papas? Ah, mais les papas, alors... la différence dans toute grossesse, c'est que le papa vit la grossesse à l'extérieur. Et selon les papas, avec plus ou moins d'implication, d'investissement, au travers de l'autonomie, un papa qui entre en contact avec son bébé au travers des mains, des émotions, des sensations, de l'énergie, finalement, c'est différent qu'un papa qui dit « moi, tant que je ne l'ai pas dans les bras... c'est abstrait, oui, je sais, intellectuellement, que ma femme est enceinte, qu'il y a un petit bébé qui grandit là dans son ventre, mais bon... Moi, tant que je ne l'ai pas dans les bras et que je ne sens pas son poids, c'est quelque chose d'abstrait. Ça n'empêche pas que la souffrance, elle est là, bien entendu. Une difficulté supplémentaire, je dirais, que vit le papa, c'est aussi que culturellement, il a un rôle de soutien. Et donc, il se doit, je mets des grosses guillemets, de soutenir sa compagne, son épouse, dans cette épreuve-là. Donc, lui, où est-ce qu'il met sa souffrance? Comment est-ce qu'il la vit? Oui, parce qu'il doit être là pour la soutenir et du coup, il n'a pas tout le temps. Et voir pour les grands frères et sœurs, que si maman a le droit de s'écrouler, est-ce que moi, j'ai le droit de m'écrouler? C'est une question que les papas se posent. Ouais. Écoutez, on va en rediscuter juste après une toute petite pause. Dans quelques minutes, chers auditeurs, on revient et on continue de discuter de ça. À tout de suite dans Santé pour tous. Voilà, nous sommes de retour, chers auditeurs. Je disais à quel point j'étais frustrée. À chaque fois que nous avons une pause, on doit s'arrêter et on est en train de parler de sujets super intéressants. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire et on se doute que nos auditeurs auront peut-être encore plein de questions après. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez encore d'autres questions à la suite de l'émission. Déjà, vous pouvez revoir le podcast. Vous pourrez le revoir normalement dès demain ou lundi sur la chaîne de l'Espace Santé Famille. Mais je pourrais aussi transmettre les coordonnées des deux intervenantes. Donc, vous pourrez les contacter si vous le souhaitez. Et donc, nous étions avec Madame Waters et on avait commencé à parler des papas. Et vous disiez que finalement, les papas, parfois, ils devaient mettre un petit peu leur souffrance de côté parce qu'ils étaient censés soutenir cette maman qui ne va pas bien et qui est triste d'avoir perdu son enfant. Et parfois aussi, qu'il faut continuer à s'occuper des autres enfants pendant que la maman est très triste. Et donc, du coup, c'est pas super facile pour lui de mettre des mots et d'exprimer sa souffrance à lui. Non, et puis est-ce qu'il peut l'exprimer aussi? C'est très culturel aussi. Ça aussi, être un homme, est-ce qu'on peut pleurer? Un homme ne pleure pas. Un homme, ça n'est pas triste. Un homme, c'est fort. Et même si au jour d'aujourd'hui, on espère évoluer un petit peu, c'est quand même bien ancré. Donc aussi bien, je dirais, en Occident que dans les autres cultures, et peut-être même dans les autres cultures encore plus, où l'homme représente vraiment le garant de la sécurité, de la force, du soutien. Et donc le droit à souffrir, il faut vraiment se le donner.
Parce que quelque part, c'est ni la culture ni la société qui va vous le donner, c'est lui-même en fait. Ou la maman va pouvoir être à ce moment-là parfois d'un soutien, dit mais c'est bon, j'ai ma souffrance, t'as la tienne, tu peux aussi avoir mal. Donc c'est très de nouveau individuel par rapport non seulement à la culture, mais même par rapport à la cellule familiale, comment l'un et l'autre ont été éduqués. Et moi, ce que je faisais dans mes accompagnements, c'est que je faisais vraiment de la prévention. J'avais les deux parents, je disais, écoutez, voilà, maintenant, il va falloir cheminer. Hein. Comment, on ne sait pas. Vous ferez comme vous pourrez. Et il sera normal que vous allez vivre sur deux chemins peut-être différents à un moment donné. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas une manière en fait de traverser ça. Hein. Ça se saurait. Donc chacun a la sienne. Déjà entre un homme et une femme, c'est différent. Entre une culture et une autre, c'est différent. En fonction de sa propre histoire, c'est différent. Donc respecter cette différence l'un et l'autre. Et autre chose que je disais en prévention aussi, c'est ne jouez pas à celui qui va préserver l'autre. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est pas parce que je sais que l'autre va mal que je vais faire semblant que je vais bien, parce que je vais pas rajouter une couche chez l'autre. Et ça, souvent, les papas disent, je suis mal, ok, bon, mais elle est encore plus mal. Donc, je vais pas aller lui rajouter de la souffrance. Donc, je me tais. Et bon, les papas somatisent beaucoup. Hein. Ouais. Donc, ça se passe dans le corps, même chez les papas. Alors que finalement, comme on disait un petit peu en off tout à l'heure, c'est que finalement, le seul qui peut comprendre la souffrance de la maman, c'est le papa, parce que lui aussi, il a perdu un enfant. Bien sûr. Hein? Oui. Et donc, le fait de pouvoir partager cette souffrance ensemble et de la traverser ensemble, et s'autoriser à mettre des mots et à être connecté à ses émotions, c'est hyper important. C'est hyper important et c'est pas toujours facile. La connexion à ses émotions, même pour la maman, parfois. Mais la maman, elle va être autorisée, je dirais, socialement. On autorise une maman à avoir mal parce qu'elle a perdu un bébé. C'est quelque chose... limite, si elle ne souffrait pas, on trouverait ça bizarre. L'homme, c'est encore différent. Donc, il y a une permission à se donner à soi de pouvoir vivre cette souffrance et traverser, je dirais, vraiment cet événement de vie qui est hautement traumatisant ensemble. Ça, c'est l'idéal, mais c'est pas toujours le cas. Et on parlait donc aussi avec Madame Suenen des différentes cultures, parce que évidemment, je pense que le deuil est interprété différemment selon les cultures et est vécu aussi, même rien que l'accouchement, c'est différent. En off, je rigolais un peu de mes expériences avec nos experts. Je disais, oh là là, moi j'en ai des expériences avec tous mes loulous, et que c'est vrai que la culture du papa ou la culture de la maman va quand même impacter aussi la manière dont va se dérouler l'accouchement et dont va être vécu ce deuil-là. C'est vrai qu'on est dans une société occidentale où on laisse peut-être, l'homme doit être un peu fort comme ça, cette culture judéo-chrétienne qui doit assumer sa famille, etc. Même qui tend, on espère, à évoluer quand même, mais on a aussi par exemple des familles où les papas n'assistent pas aux accouchements. On a ça aussi, où les papas ne disent rien par rapport à ce qui s'est passé, et donc ça c'est aussi très compliqué. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça devient un peu plus rare ici que les papas n'assistent pas à l'accouchement. Mais je remarque quand je vais à domicile après un décès périnatal que même si j'annonce plus ou moins l'heure de ma visite, parfois je ne vois jamais le papa. Il est toujours parti pour faire des démarches à la commune, à la mutuelle, à ceci, à cela. Et j'ai beau proposer qu'il soit là la fois suivante, parfois je ne le vois jamais. Et par contre, parfois les papas sont là et on peut bien discuter ensemble et ça se passe très très bien aussi. Pourtant, c'est important quand même que le papa soit là, parce que comme disait Madame Waters, il a aussi des choses à dire, ce papa. Il a aussi vécu des choses, il a peut-être aussi même des questions par rapport à ce qui s'est passé. Aussi, il est en deuil aussi, mais il va pas venir en parler, alors que cet espace avec la sage-femme, c'est pas que pour la maman, ça peut être aussi c'est pour le papa. C'est parfois ce qu'ils pensent, même quand il n'y a pas de décès. Parfois les papas, ils restent en dehors et c'est une affaire de femme et on vient regarder maman, on vient l'examiner, etc. Donc il doit être un peu en dehors. Mais voilà, ça c'est tout un art de les faire participer, d'être là, etc. Mais par rapport... Moi, j'ai un petit truc que j'ai utilisé maintenant assez souvent. C'est, je fais un petit cadeau de naissance à la famille. Même si le bébé n'est pas vivant, il y a quand même une naissance. Et mon petit cadeau de naissance, souvent, c'est une petite bougie blanche. Voilà.
Et je leur propose, quand ils allument la petite bougie, d'allumer cette petite bougie quand ils ont besoin de parler de leur bébé entre eux. Et donc, parfois, quand la maman dit oui, mais j'ai envie de parler, de dire ce que je ressens, etc., mais lui, je vois qu'il est occupé, c'est pas le moment, etc., je leur dis, essayez ce petit truc simplement. Allumez la bougie, et quand il verra la bougie allumée, il saura que c'est que vous avez envie d'en parler à ce moment-là. Et pareil pour lui. Si la maman, pour une raison ou une autre, va un peu mieux ou quoi, et que tout à coup, le papa a cette chape de plomb qui lui tombe dessus, il allume la bougie et la maman sait que c'est le moment. C'est un tout petit truc. C'est une idée pour dire, c'est un peu comme une petite lueur qui dit, finalement, rappelle-toi qu'on a besoin d'en parler et que c'est important. C'est vrai, surtout le fait de pouvoir parler de ça. Je crois que même dans un deuil normal, il faut pouvoir en parler. Et alors, on disait aussi tout à l'heure, mais parfois, les personnes qui sont endeuillées, on leur demande d'être, reste pas comme ça, sors de ta couette, ne sois pas triste. On leur demande de retourner au travail, par exemple. Voilà, déjà les congés paternité, c'est pas très très long. Alors pour un deuil, pareil, ça prend pas. On peut pas rester très longtemps endeuillé entre guillemets. La société nous demande de retourner, travailler, de retourner, d'avoir des activités et de faire comme si de rien n'était. Et ça aussi, ça peut être très violent pour les personnes. Hein. Donc, oui, bien sûr. Oui. Et là, c'est vrai qu'on est, on oublie que, et tant mieux la plupart du temps qu'on l'oublie, que quand on donne la vie, il y a le versus mort. Je veux dire, la vie ne va pas sans la mort. Et ça, on sait bien, dans notre société, on a tendance à l'occulter. Mais il est normal que quand on est enceinte, quand on entend un enfant, on se dit pas, oui, il pourrait mourir, mon bébé. Non, tant mieux qu'on n'est pas sur cette ligne-là. Mais inconsciemment, on sait tous que c'est possible. Mais on l'occulte. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre des mots dessus si ça arrive. Est-ce que c'est important de donner un prénom à l'enfant qui est mort-né? Est-ce qu'il y a des rituels qu'on propose, peut-être, qui aident le parent peut-être à faire le deuil, entre guillemets? Mais de nouveau, ça va être très propre à chacun. On propose, on peut... expliquer le bien fondé, je dirais, de donner un prénom. Finalement, donner un prénom, c'est quoi? C'est donner la place à l'enfant. Et en donnant cette place, on peut récupérer une partie de cette identité parentale dont on est amputé lors d'un deuil. Donc, d'avoir inscrit cet enfant avec un prénom, que ce soit officiellement dans un carnet de mariage, sur une tombe ou pas, il prend quand même sa place. Et ce n'est pas un fantôme qui est là un peu partout et nulle part à la fois. Non, c'est un bébé qui est prénommé comme ceci ou comme cela. Il a sa place, il n'a pas pu vivre. Soit il est mort, il est né mort, soit il est né vivant, mais il est mort très rapidement après la naissance. Mais il a une place, cet enfant-là. Donc, la plupart, vraiment, oui, j'ai même envie de dire tous les parents que j'ai pu accompagner, c'était même hors de question de ne pas donner une place. Donc, si c'était un premier enfant et qu'après, le couple avait un deuxième enfant, c'était un deuxième enfant. C'est pas un premier enfant. Cet enfant a une place. Et c'est important pour que cette place soit juste, en fait. Qu'elle soit pas ni évanescente, ni omniprésente. Qu'elle soit à sa juste place. Donc, le prénommer, de nouveau, on n'impose pas. Donc, si les parents, pour leur raison, je veux dire, et ça se respecte, disent non, nous, on veut tout oublier et cet enfant n'existe pas, mais ça va les rattraper un jour ou l'autre. Le deuil, ça se fait pas comme ça, c'est pas parce qu'on met une couverture dessus que ça va passer. Mais on n'impose pas, mais moi, en tout cas, de mon expérience, je ne sais pas de la vôtre, tous les parents ont prénommé leur enfant. Même quand c'était très, 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 très tôt dans la gestation. Et des rituels, à nouveau, là, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas des choses à faire ou à ne pas faire. On va vraiment accompagner. Et donc, l'enfant, il a un statut juridique, alors? Ça dépend du terme. Ah oui, donc ça veut dire que si ça a été, par exemple... Voilà, au-delà. Je crois que ça doit être dans les 22, 25. 22 ou 24 semaines, je ne sais plus. Ouais. Avant, c'était 26, 27, je pense. Maintenant, depuis quelques années... Donc, si on va dire que si on accouche à 25 semaines, mais en fait, c'est l'âge à laquelle, où il est viable, en fait, où il est possible de survivre avec en néonate, etc. Donc, je suppose que c'est sûrement lié à ça. Mais donc, du coup, à partir de 25 semaines, plus ou moins
24 Plus ou semaines, ou Oui. peut-être entre 22 Faudrait et 24 vérifier semaines. les délais, mais Voilà, mais du coup, là, on peut nommer l'enfant et donc il est inscrit au registre. Tout à Ça va. fait, Et oui. avant ça, il n'est pas inscrit Non. alors. non. C'est considéré comme une fausse couche alors ? Oui. C'est ça. Disons que le statut social, hein, donc, ne va pas être reconnu. Par contre, et là où il va y avoir peut-être encore plus d'importance de faire un rituel, quand ce statut n'est pas socialement reconnu. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, heureusement, la plupart des communes acceptent qu'il y ait un rite, qu'il y ait un enterrement, qu'il y ait une place qu'on donne à ces bébés-là, même qu'officiellement, ils n'y seraient pas obligés, ils le font quand même, pour donner cette juste place à ce bébé-là. Oui. Mais en tout cas, dans le carnet de mariage, par exemple, là, je me souviens de couples qui disaient, mais il ne pourra même pas être inscrit dans le carnet de mariage. Et du coup, ça peut arriver qu'il donne quand même un prénom à l'enfant, oui. même si il n'est pas viable. Et du coup, quand vous allez, Madame Sonnen, à domicile, parfois, il nomme l'enfant. Tout à fait. Il le nomme. Oui, en montrant les photos et tout ça. Oui, voilà les photos de notre petit, un tel, quoi. Oui, donc, ils le disent, même s'il est né très, très petit. Oui. Voilà. Et alors, par exemple, je crois que c'est à l'hôpital Delta, ils ont fait une pelouse spéciale pour... les parents peuvent écrire sur un petit papillon, une petite étoile ou quoi, la pelouse des étoiles, je crois qu'ils appellent ça, où ils peuvent écrire le prénom, la date de naissance et aller mettre ça sur cette pelouse. Et comme ça, ils ont un petit endroit de recueillement pour les tout petits, en dessous de 18 semaines, je crois. Donc ça, c'est aussi une forme de rituel. Et alors, moi, on se demande aussi, tiens, une maman qui a vécu ça, donc parfois, il y a eu un problème à l'accouchement, il y a eu un décès in utero ou juste pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Est-ce que les mamans, elles ont besoin d'un suivi médical particulier ? Est-ce que, enfin voilà, vous devez vous assurer que tout va bien aussi chez ces mamans-là, parce que peut-être que c'est parfois plus compliqué, et peut-être que, par exemple, si on parle d'éclampsie, ou je suppose qu'il y a des pathologies plus graves, et donc à ce moment-là, il faut faire plus attention pour ces mamans-là. Et vous faites aussi les suivis de ces mamans-là ? Oui, bien sûr. En général, alors elles vont rester à la maternité un petit peu plus longtemps, jusqu'à ce que la plupart des gros symptômes soient disparus. Mais après, oui, à domicile, on les suit. Alors, quand on parlait tout à l'heure de qui contacte les sages-femmes pour venir à domicile, alors presque tous les hôpitaux, en général, ce sont les sages-femmes de l'hôpital qui contactent notre association, ou chacune en particulier, ça dépend, et qui donnent un petit rapport pour dire tout ce qui s'est passé, tout ce à quoi il faut faire attention, les traitements en cours, etc. Les noms éventuellement des personnes référentes à rappeler s'il y a un problème. Et on reçoit aussi un rapport écrit que la maman nous donne quand on arrive à domicile. Il y a juste un hôpital à Saint-Luc qui préfère responsabiliser ses patientes et leur dire d'appeler elle-même la sage-femme. Mais en général, quand il y a eu un gros problème comme ça, il y a d'office quand même la sage-femme de l'hôpital qui va nous appeler. Ou alors vous appelez parfois l'hôpital pour savoir. Ouais. Et comme j'expliquais tout à l'heure, s'il y a des symptômes qui s'aggravent à la maison, on réhospitalise, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que moi j'ai déjà eu des mamans qui font des psychoses après l'accouchement, et donc c'est des psychoses du postpartum qu'on peut déjà trouver chez des mamans tout venant, c'est-à-dire des mamans qui accouchent, parce qu'il faut savoir qu'un accouchement c'est pas si facile que ça, et on peut tomber malade après un accouchement psychologiquement à cause des hormones, à cause des multiples traumatismes qu'on a aussi pendant l'accouchement. Mais alors il y a des personnes vraiment qui sont très fragilisées par le deuil et qui peuvent faire des grosses dépressions et des psychoses aussi juste après l'accouchement. Et donc, du coup, je pense qu'il faut pouvoir détecter, je suppose, ça aussi. Et donc, à ce moment-là, vous devez recontacter... à ce moment-là, on réfère vers un psychiatre. Un psychologue. Oui, tout à fait. Oui. On recontacte automatiquement. Dès que ça nous dépasse et qu'on voit qu'il y a des signes qui sont là et que ça ne se passe pas bien, on réfère automatiquement. Oui. Et on prend des nouvelles pour savoir comment ça se passe. Pour qu'elles sachent que vous êtes toujours là et que vous continuez à les suivre, quoi. Et en général, quand on réfère, si on met une petite lettre d'accompagnement ou quoi, on met toujours la petite phrase « Nous restons à disposition pour le suivi après ». Oui. Ouais. Et alors du coup, par rapport à ça, pour les suivis psychiatriques, de votre côté, vous en avez déjà eu aussi des mamans vraiment fort atteintes, genre psychose ou des choses comme ça, pas forcément. Et là alors, en effet, c'est plutôt de l'ordre d'un psychiatre, donc c'est important de pouvoir donner le relais, comme disait Mme Sonnen, quand ça nous dépasse, quand c'est
hors de nos compétences. Il y a des psychiatres dans ces unités-là aussi? Oui, c'est-à-dire que justement à Saint-Michel, il y avait, avant que moi je n'arrive, il y avait une psychiatre qui était appelée quand il y avait des gros problèmes. Et quand je suis arrivée, donc il n'y avait pas de psychologue dans le service. Par contre, quand il y avait vraiment des décompensations, quand il y avait des patientes qui arrivaient dans un état, je dirais, psychiatrique ou de santé mentale important, là, alors, moi, je donnais le relais tout de suite à la psychiatre. Oui. Faut pouvoir, chacun a son métier, je dirais, chacun a ses compétences. Moi, c'était accompagner, je dirais, vraiment le parcours. Par contre, quand il y a maladie mentale, alors là, c'est pas du tout de mon ressort, quoi. Mais il se peut que parfois des mamans n'aient pas forcément, ou soient peut-être sensibles, n'aient pas forcément une maladie mentale, mais qu'après un deuil, il y a eu un choc. Oui, souvent ça survient plus tard. Ouais. Je dirais le temps justement de ce choc, de cet état de choc qui doit pouvoir se distiller, où finalement on est... Pendant cet état de choc, il y a réellement des défenses hypnotiques en fait, qui se mettent en place. Il y a la dissociation, il y a la dépersonnalisation qui peuvent se mettre en place, même de l'anesthésie émotionnelle ou physique. La maman ne ressent plus rien, ni dans son corps, ni dans ses émotions. Et ça, c'est un moyen de survie. Donc, c'est pas du tout pathologique. La maman qui dit « j'ai l'impression d'être hors de mon corps tout le temps », il faut donner le temps que la maman ramasse ses pièces, j'ai envie de dire, se reconstruise une nouvelle identité avec cette identité parentale qu'elle doit remanier. Par contre, si ça perdure dans le temps, alors là, il faut faire appel à d'autres spécialistes. Oui. Ok, alors on fait encore une toute petite pause et puis on sera dans notre dernière ligne droite de notre émission Santé pour tous où nous avons parlé du deuil périnatal. Je vous dis à tout de suite, chers auditeurs. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous, toute dernière partie, donc avec nos spécialistes. Juste avant, on parlait parfois des pathologies lourdes. Ça veut dire qu'on peut avoir des maladies un peu plus graves lors d'un deuil périnatal. Moi, je voudrais quand même rappeler aux auditeurs que c'est quand même super important d'être à l'écoute de soi, parce que c'est vrai que finalement, tout le monde va nous faire culpabiliser de mais non, c'est bon, il y en a d'autres, t'en auras d'autres, etc., etc. On ne peut comprendre la perte d'un enfant que si on l'a vécu. Et ça, c'est clair que c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre. Et donc, moi, je voulais savoir, Madame Soenen, une maman qui a perdu son bébé, est-ce qu'elle peut être en souffrance lorsqu'elle est en contact, par exemple, avec d'autres mamans? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des risques qu'elle puisse mal vivre certaines choses? Peut-être des copines qui ont des enfants, ou imaginons si c'est un premier enfant. Et comment on peut réagir par rapport à elle? Mais c'est sûr que ça va être très difficile pour elle, parce que chaque fois qu'elle va voir une femme enceinte, ça va lui rappeler sa grossesse. Quand elle va voir un petit bébé, ça va lui rappeler son petit bébé mort. Donc c'est sûr que ça va être très difficile. Mais je pense qu'il y a moyen d'en parler d'abord. Ça, c'est une première chose. Aborder cette question en disant, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte dans la famille, ou est-ce qu'il y a des petits bébés dans votre famille, ou est-ce que vous avez des amis qui sont dans cette période-là, et leur demander comment elles se ressentent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elles ont comme sensation si elles voient un petit ventre rond, si elles voient un petit bébé. Leur permettre d'exprimer vraiment ce qu'elles ressentent. Et puis leur demander aussi, tiens, si toi tu étais enceinte et que tu avais ta sœur ou ta belle-sœur ou ton amie qui vivait un deuil, qu'est-ce que tu ressentirais, ou qu'est-ce que tu aurais envie de faire, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ou quoi. Parfois, le fait de retourner une situation permet de se dire, tiens, au fond, je serais capable quand même de la voir, de lui parler, même avec un ventre rond, je pourrais venir lui proposer des choses agréables. Et donc, je pense que tout est dans écouter le ressenti, demander comment ça pourrait peut-être se passer. Est-ce que, de toute façon, tu es triste? Est-ce que le fait de la voir enceinte, ça va te rendre encore plus triste, ou ta tristesse est là, et tu peux avoir une petite partie de toi qui se réjouit pour elle? Donc, je trouve que c'est un petit peu tout dans la nuance, comme ça. Et parfois, ça peut aussi être bien de proposer une petite réunion familiale. Oui, c'est ça, j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a simplement la famille, parce que nous, on a la chance à domicile, c'est qu'on ne voit pas que la patiente sur son lit d'hôpital. Ouais. On voit tout un contexte. Et du coup, moi, je fais aussi beaucoup intervenir les grands-parents, beaucoup les grands-mères qui sont souvent là, ou les tantes, les cousines, etc.
Et donc, on en parle. Si je vois qu'il y a une femme qui est enceinte, je dis, comment vous vous sentez par rapport à votre sœur ou quoi, qui a perdu quelqu'un, et par rapport à celle qui a perdu quelqu'un, je demande, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et une fois que c'est sorti, ça va beaucoup mieux. C'est comme quelqu'un qui fait toujours des fausses couches et qui voit quelqu'un qui est tout de suite enceinte, déjà son 2e, son 3e. C'est dur, quoi. Parce qu'elle se dit, moi, je vais jamais y arriver. Mais est-ce que pour ça, elle ne doit plus voir sa meilleure amie qui est enceinte? Non. Je suis triste, je vis quelque chose de dur, mais on est toujours amis et on vit des choses différentes en même temps. Il y a moyen quand même de continuer à garder ce lien et cette force qu'on a de bien s'entendre. C'est le besoin d'être reconnu aussi, parce que moi je trouve que parfois l'entourage est très maladroit et très culpabilisant. Enfin, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a vraiment les phrases bateaux qui reviennent tout le temps. Et c'est tellement violent parfois pour la maman d'entendre ces phrases-là. Et même pour le papa aussi, hein, parce que, allez, par rapport au... Enfin, je sais pas les mecs comment ils parlent entre eux, mais je veux dire, par rapport à l'homme... allez, peut-être est-ce qu'il peut aller dire à sa famille ou de nouveau il doit être fort, etc. Mais pouvoir dire je suis pas bien, j'ai perdu mon bébé, je projetais plein de trucs, j'avais déjà inscrit au club de foot. Enfin voilà, je dis ça comme ça, mais je veux dire voilà, il y a plein de projections qui peuvent arriver par rapport à ça et je me dis que ben voilà, finalement, ce serait bien de sensibiliser aussi l'entourage. C'est pour ça que je trouve ça chouette que vous disiez, ben oui, on peut faire appel aux familles. Et est-ce que vous, Madame Wauters, c'est déjà arrivé aussi que les familles viennent ou les grands-mères ou qu'il y ait déjà eu que vous ayez déjà eu des entretiens avec l'entourage de la maman et du papa? Mais oui, autour de la présentation justement du bébé, quand c'est souhaité, c'est rare qu'il n'y ait que les parents. Et la fratrie, en général, il y a les grands-parents. Il y a les oncles et tantes qui ne peuvent, eux non plus, ni être oncles, ni être tantes de ce bébé-là. Donc, de nouveau, le contexte familial est propre à chacun. Donc, peut-être il y a des familles où ça ne va pas pouvoir se faire parce que soit la famille est à l'étranger, mais si en tout cas, il y a une cellule familiale qui, en temps habituel, est présente, cette famille sera là également dans les moments les plus durs comme celui-là. Donc là, il y a... Mais j'ai envie de dire que quand ça se passe comme ça, en général, moi, je suis une petite souris, quoi. Donc, ok, c'est mettre les gens ensemble, c'est faire en sorte que le décor soit posé. Et puis moi, je me retire, je n'ai plus ma place du tout, là. Ma place, elle va être plus auprès de la maman ou du papa, s'il le désire. Quelque part, il y a comme quelque chose qui se recrée, qui se retisse. Et l'humain a ça d'extraordinaire aussi. Hein. C'est que dans la souffrance, il y a le pire et le meilleur. Et dans le meilleur, eh bien, les liens en fait se resserrent énormément. Il y a vraiment ce réseau qui hyper soutenant, ce réseau qui va créer un cocon quand ça se passe bien. Donc là, moi, j'ai plus du tout ma place à ce moment-là. Je me retire à pas de loup et je laisse faire ça tout seul. Justement, vous parlez du désir. Moi, je voulais revenir peut-être vers notre sage-femme, Madame Soenen. Est-ce qu'il y a toujours un désir d'enfant, malgré qu'il y a eu la perte et malgré peut-être ce traumatisme? Est-ce que les parents s'inscrivent encore dans le désir d'avoir un enfant après avoir vécu un deuil périnatal? Alors, c'est très différent d'un cas à l'autre, évidemment, mais quand même, la plupart du temps, des parents qui avaient un projet de famille, d'enfants, ils vont réessayer parce qu'ils ont envie d'être parents, ils ont envie d'avoir un enfant qu'ils peuvent serrer dans leurs bras, qu'ils peuvent voir grandir, donc ils vont réessayer, mais c'est sûr qu'il y a quand même une part d'insouciance qui a disparu, parce que, voilà, on va réessayer, si le bébé vient assez vite, voilà, on se réjouit qu'il y a une nouvelle grossesse qui est en route, mais pendant tout le temps de la grossesse, il va y avoir ce questionnement, est-ce que ce bébé va vivre? Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout de la grossesse? Est-ce qu'il n'y aura pas d'anomalie? Est-ce qu'on va pas, quand on arrive en général à la semaine où le décès s'est produit, c'est le gros stress, et après tout à coup, on peut y croire, on a dépassé le premier cap, on peut se dire maintenant que, allez, on a déjà fait mieux que la première fois. Et donc là, tout doucement, il y a des petites choses qui s'établissent, quoi. On peut commencer à y croire, on peut commencer à en parler un peu plus autour de soi, parce que parfois, il y en a qui annoncent rien avant 4-5 mois parce qu'ils ont trop peur de encore annoncer une fausse couche. Et puis,
tout à coup, vers, 6-7 mois, on commence tout doucement à penser, à se dire, tiens, on préparerait bien un petit peu les petites affaires du bébé, on préparerait bien un peu une petite chambre, on parlerait un peu des prénoms, des choses comme ça. Mais avant ça, c'est vraiment, on va voir. Puis on ne s'accroche pas, on a trop peur de s'attacher à un bébé. Voilà. Dont on va devoir faire peut-être le deuil de nouveau une prochaine fois. Donc il y a des peurs quand même qui sont là. C'est pas la même grossesse insouciante qu'ils avaient eue lors de la précédente. Tout à fait. Oui. Et donc même s'ils voient les échographies, même s'ils voient le petit cœur qui bat bien, que tout va bien et tout, souvent ça suffit pas pour vraiment y croire et se dire ça y est, on a gagné, on y va quoi. Reste anxieux, ça peut rester anxieux. Ouais. Madame Wouters, je voulais savoir, finalement, quel impact ça peut avoir sur l'image de soi, sur la sexualité, sur la maternité, le désir de maternité. Enfin, je suppose que ça a un impact aussi sur tout ça. Tout est remanié dans justement cette capacité. Est-ce que je vais y arriver? Donc il y a de l'angoisse, il y a vraiment beaucoup d'anxiété, d'angoisse dans une grossesse qui suit un décès périnatal, et là il y a vraiment un accompagnement. Il y a vraiment un accompagnement. Et c'est nécessaire à ce moment-là. Alors nécessaire, je ne dirais pas. Chacun le vit différemment. Par contre, il y a vraiment un accompagnement possible par rapport à cette anxiété, par rapport à est-ce que j'investis mon bébé ou pas. Moi, comme enseignante, je travaille beaucoup avec l'hypnose. Et donc, c'est vrai qu'en hypnose, on peut vraiment faire des choses magnifiques. Notre mental, il a tout compris. Il sait très bien analyser. Oui, mais enfin, une grossesse n'est pas l'autre. D'ailleurs, on l'entend tout le temps. Mais nos émotions, oui, mais attends, qu'est-ce qui va différencier cette grossesse-là de l'autre? Donc, intellectuellement, on peut imaginer, on peut comprendre que je vais pas encore avoir un bébé mort-né. Mais dans les émotions, c'est le cafouillis, quoi. Tout est mélangé, tout va répondre finalement à cette angoisse. Donc là, ma manière de travailler, qui est avec l'hypnose, permet réellement d'aller calmer tout ça, d'aller un peu ranger tout ça à l'intérieur, d'aller mettre ce qui appartient au passé, d'aller mettre ce qui appartient au présent, et ce qui appartient au futur. Donc vraiment de pouvoir se repositionner en tant que nouveau projet, finalement. C'est un nouveau projet. Bien sûr, on ne va pas se leurrer, il y a une teinte... je dirais une aura un petit peu qui n'est plus de l'insouciance, comme on vient de le dire, donc d'une réalité qui nous a foudroyés. Mais il y a aussi une autre teinte à laquelle je peux porter mon attention consciemment, de dire ok, mais voilà, je sens dans mon corps ceci. Il y a beaucoup de reconnexion au corps à faire aussi à ce moment-là. Donc c'est vraiment un travail psychocorporel, je dirais, dans l'accompagnement d'une grossesse qui suit un deuil. Une thérapie classico-classique peut aider, bien sûr, mais une reconnexion au corps est très importante. Et pour les deux, autant pour le papa que pour la maman. Oui. Est-ce que, on va devoir tout doucement terminer l'émission, mais moi j'avais envie qu'on donne peut-être des petits conseils à nos auditeurs. Voilà, s'ils traversent ce moment, s'ils ont traversé ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être leur dire, Madame Soenen, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à nos auditeurs qui ont traversé un deuil périnatal ou qui connaissent des gens qui traversent ce deuil périnatal? Moi, je leur conseillerais de faire appel aux sages-femmes qui peuvent leur apporter quelque chose et de garder toujours espoir. C'est pas parce qu'on a vécu une expérience très difficile et très douloureuse qu'on ne peut pas avoir confiance dans son corps et dans toute sa personne, et on peut vivre des belles expériences, même après une fausse couche, même après un deuil périnatal en général. Voilà, c'est un nouveau projet, comme disait Madame Massard, et il faut se faire confiance, mais il faut aussi mettre tout en place pour que on puisse bien vivre une nouvelle grossesse, une nouvelle aventure. Il faut préparer la nouvelle grossesse. Mettre tout en place, ça veut dire se préparer, ça veut dire avoir un gynécologue, si on veut être suivi par un gynécologue, avec qui le courant passe bien. Ça, c'est super important. Faire des préparations à la naissance ou faire même le suivi complet avec une sage-femme. Mais voilà, pouvoir s'octroyer des moments pour vraiment prendre le temps de bien vivre la grossesse avec le papa, de bien vivre l'accouchement et de bien vivre la suite. Parce que finalement, les mois qui suivent une naissance, c'est pas toujours facile, même si on a un bébé bien en forme, qui va bien et tout. Et ça vaut la peine de se faire aider le plus possible par tous les moyens, sage-femme, mais aussi, si besoin, des psychologues, si besoin, simplement des centres de bien-être, ou toutes sortes. Il existe tellement de choses actuellement que
ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour soi, pour son bébé, pour son couple. Merci beaucoup, Madame Sonnen. En 2 petits mots, peut-être, Madame Waters, pour nos auditeurs, mais vraiment 2 petits mots. Oui, prendre le temps d'oser vivre là où on est. On n'a pas un marathon de la souffrance à franchir. On a juste cette souffrance à vivre et elle va devenir une compagne de vie pendant un certain temps. S'écouter. Oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment super. Donc, je vois que vous nous montrez un livre. On le verra dans les vidéos lors du podcast. Merci à nos invités d'avoir été présentes aujourd'hui. C'était vraiment très chouette. Vous retrouverez le podcast de notre émission dès demain sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Chers auditeurs, je vous dis à samedi prochain. Nous parlerons d'anorexie et de boulimie dans Santé pour tous. À très bientôt et bon week-end.